ce fameux dernier duo, je l'appelle tout de suite. Il s'agit de Jérôme Amouyal, directeur média, performance et Insight Monde chez AXA, et Mathieu Morgenstern qui va nous présenter Adaptive AI, la plateforme qu'il a lancée l'an dernier. Plateforme de Gen AI customisable pour répondre aux enjeux business des entreprises. Bonjour messieurs. Alors je vous avoue que je suis ravi de vous voir, puisque déjà ça veut dire que c'est la dernière intervention de la matinée pour moi, donc ça c'est pas négligeable. Et puis surtout que vous êtes tous les deux d'éminents connaisseurs de l'intelligence artificielle, d'éternels étudiants, comme vous étiez presque présentés lors de notre call préparatoire. On a tout au long de cette matinée évoqué tous ces enjeux de sécurité de la donnée, aussi d'accompagnement des équipes à l'utilisation de ces nouveaux outils. Ça va être vraiment ce qui vous a poussé, Jérôme, aussi à travailler avec Mathieu pour mettre en place justement des outils qui soient, alors je ne sais pas si on peut dire le terme propriétaire, mais en tout cas utiliser vos propres outils adaptés à vos propres besoins et pas forcément aller prendre des solutions sur étagère qui seraient utilisables aussi par des concurrents ou par d'autres acteurs. On va avoir l'occasion de revenir sur ce point, mais peut-être tout simplement, Mathieu, commencer avec vous sur tous ces enjeux de sécurité, tous ces enjeux qu'on a pu évoquer tout au long de cette matinée. C'est vraiment ce qui est au cœur, des discussions que vous avez avec vos interlocuteurs et qui pousse justement ces marques à venir vous travailler avec vous? Oui. Merci. Non, mais l'IA générative, l'IA un peu plus traditionnelle, on l'entraîne avec ses propres données, donc on est en maîtrise. On crée son modèle. L'IA générative, on utilise des modèles. Et en fait, tout l'enjeu consiste à créer les mêmes conditions que dans l'IA traditionnelle, c'est-à-dire utiliser des modèles du marché, ChatGPT, Claude 3 qui est sorti avant-hier, Mistral, etc., en se disant, je le fais d'une manière 100% maîtrisée. Et en créant Adaptive AI, donc cette plateforme qui est faite pour être mise à disposition des entreprises, ce que j'ai souhaité, c'est créer les conditions d'une sécurité absolue dans l'utilisation du modèle. En gros, il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il n'y a pas de fuite de données vers l'extérieur. Certains intervenants ont déjà abordé ça. La deuxième, c'est qu'il y a une exactitude absolue des réponses. Il n'y a pas d'invention. Et s'il n'y a pas d'invention, ça veut dire qu'on se base sur un savoir qui est absolument maîtrisé. Et donc, pas les données d'entraînement du modèle, pas ce que ChatGPT 4 Turbo a appris jusqu'en décembre 2023, mais sur ce que l'entreprise apporte en termes de corpus de connaissances, documents, data, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça doit servir de socle de connaissances. Et à ce moment-là, l'IA générative devient comme l'IA classique, comme si c'était un modèle de l'entreprise. Et nous, ce qu'on propose avec Adaptive AI, c'est de mettre à disposition cette approche-là pour les entreprises pour qu'elles soient en parfaite maîtrise. Et ensuite, c'est un produit en SaaS qui s'utilise par les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ce qui a permis ensemble d'aller très vite sur le déploiement de sujets. Donc les entreprises viennent vous voir avec une problématique, un héritage de données, mais ça peut être aussi des visuels, ça peut être tout ce qui va être l'historique graphique finalement d'une marque. Et ensuite, vous demandez de construire de zéro en utilisant des modèles que vous êtes agnostique, j'imagine. Donc vous avez possibilité d'utiliser tous les modèles que vous venez de citer. Oui. L'important, c'est d'être agnostique. Ça aussi, ça a été abordé dans la matinée, le fait de se dire, les coûts vont peut-être monter, les modèles, chaque semaine, il y a un nouveau modèle, lequel est le plus pertinent. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, je dois signer une fois pour toutes avec OpenAI ou signer une fois pour toutes avec... Certainement pas. Et il faut choisir en permanence le modèle le plus adapté à une tâche, le plus performant et surtout qui a le meilleur rapport qualité-prix en fonction d'un ROI qui doit être calculé. Donc, Adaptive AI, c'est agnostique pour adresser ces sujets. Et par ailleurs, ça traite n'importe quel sujet d'entreprise. Donc des données qui peuvent être des données très qualitatives. Donc ça peut travailler sur des visuels, ça peut travailler sur des films, mais aussi sur des données textuelles, sur des datas. Et là, ça couvre, mais je vais te laisser développer ça, énormément de cas d'usage. Puisque vous, chez AXA, vous en avez des données qui sont qualitatives sans doute, mais en tout cas très sensibles, et vous ne pouvez pas vous permettre donc d'utiliser comme ça des modèles sans avoir un contrôle absolu là-dessus. C'était vraiment ça la problématique de base qui vous a animé quand vous avez commencé à collaborer avec Adaptive AI? Alors ça, c'est clairement une problématique constante chez nous, quel que soit le sujet. Mais je pense qu'il y en avait une autre aussi, et qui était l'acculturation des équipes. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné nos dirigeants qui nous ont dit non mais il faut qu'on y aille là sur l'IA, c'est plus possible.
À juste titre, et moi je suis super content d'avoir ces dirigeants-là en fait. Mais après, on ne peut pas y aller n'importe comment. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau de l'entreprise, voilà, pour des solutions un peu génériques qui conviennent à tout le monde. Maintenant, dans le domaine de la communication, de la marque et de la responsabilité d'entreprise, on avait aussi besoin de travailler avec des solutions qui nous conviennent à nous, qui soient plus spécifiques à nos métiers et à nos usages. Mais dans un contexte sécurisé, parce qu'on ne voulait pas que n'importe qui aille utiliser n'importe quel modèle libre en libre service sur le web pour potentiellement créer des fuites de données en fait. Donc c'est effectivement pour ça qu'on a travaillé avec Mathieu et Adaptive AI de manière à permettre cette ébullition, cette émulation, cette acculturation des équipes à l'AI, mais tout en restant dans un cadre safe. Et comment s'est passée cette collaboration du coup? Quelles ont été les principales étapes? Donc, j'imagine qu'il y a, au départ, on fait un audit en quelque sorte pour essayer de voir où on en est dans chaque métier, quels sont les besoins exprimés. Elle a été fluide, elle a été collective. En fait, on a commencé, alors on n'est pas parti les premiers, hein, mais on a commencé l'été dernier par donner envie aux équipes d'utiliser. Enfin, il y a toujours un peu de peur, c'est ce qu'on a vu au début de cette conférence. Il y a toujours un peu de peur vis-à-vis de l'AI, et on a commencé par donner envie en montrant un certain nombre de choses qui étaient faites sur le marché en disant bah oui, il faut qu'on y aille en fait. Et donc on a créé une task force transversale de manière à identifier dans chaque équipe les use cases qui étaient pertinents pour l'équipe. Et on a listé tout ça, on en a une quarantaine, voilà. Et on a du coup commencé à travailler, à mettre en œuvre ces use cases avec Mathieu, et dans des temps assez rapides en fait. Et avec quand même beaucoup de gains. Donc on parlait du gain de temps. Moi, je pense aussi, au-delà du gain de temps, qu'il y a le confort des équipes qui est important à prendre en compte. Parce que typiquement, quand on fait des tâches répétitives, quand on doit remplir un questionnaire ESG, enfin plutôt le 3e questionnaire du mois ESG voilà. En fait, si on a une AI qui peut pré-remplir ça, quitte à ce que la personne effectivement le vérifie derrière, ça, c'est important aussi, mais on a un gain de temps et on a des équipes qui sont contentes derrière. Donc ça faisait partie de la top priorité des 40 propositions à ce questionnaire. Ça faisait partie des use cases qu'on a retenus, effectivement. Après, effectivement, il y a des use cases plus liés à de la création de contenu, où effectivement, on peut prendre un rapport qui existe et puis générer des posts, créer un site web, enfin voilà, tout ce qu'on peut évidemment imaginer à partir de l'IA. On a des utilisations aussi atypiques de l'IA, de vulgarisation d'un certain nombre de choses, où pour le commun des mortels, c'est quand même assez compliqué à lire et où finalement on est capable en fait d'arriver à permettre la lecture ou la compréhension d'un document, d'un rapport à des équipes qui ne le comprendraient pas sinon. Voilà, enfin les cas d'usage sont totalement illimités. Puis voilà, la capacité d'analyse de l'IA, en tout cas, est mobilisée, que ce soit sur les éléments que vous produisez. Oui. Ouais, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit plusieurs fois, c'est que quand on a effectivement un éventail d'utilisation qui est aussi large, le vrai sujet, c'est d'arriver avec nos partenaires à identifier qu'est-ce qui va avoir le plus d'intérêt en termes de business aussi. Et donc d'arriver à screener, à prioriser ces use cases pour dire, bon bah non, mais oui, on pourrait faire tout ça, mais en fait, on va se focaliser sur celui-ci, celui-là, dans un premier temps, parce que c'est là où effectivement il y a la valeur pour nous. Et là, en termes qu'on retrace un petit peu les 6 derniers mois, donc cet été, vous avez sondé les équipes. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler concrètement avec Mathieu sur mettre en place justement des outils qui vont ensuite pouvoir être diffusés auprès des équipes? Comment ça s'est... On a fait notre homework déjà, c'est-à-dire de lister les use cases. Et puis quand on a un peu mûri, effectivement, très rapidement, on est allé voir Mathieu
Et c'était un peu un risque pour nous parce que Mathieu, tu étais en train de créer ta société concrètement. Et voilà, mais comme on travaillait avec Mathieu depuis quelques années, on a pris le risque et avec grand plaisir et on ne le regrette pas. Mais on est dans l'ordre de semaines, comme ce qu'a pu nous dire David Non, mais c'est ça, on est dans l'ordre de Danone. semaines. Mais en fait, le sujet, c'est que quand une grande entreprise comme AXA, par rapport au rythme de l'innovation dans l'IA générative, quand on voit ce qui se passe en un an en IA générative, c'est absolument révolutionnaire. Comment une entreprise comme AXA, aussi grande, avec un cycle de décision qui doit quand même être très très bien mesuré à chaque étape, etc., comment elle peut suivre ce rythme? Et en fait, je pense qu'on a un peu réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'en 2-3 semaines, on a mis entre les mains des collaborateurs, dans leur quotidien, une capacité à générer de contenu. Donc, ils ont eu un assistant IA copywriter qui a écrit pour eux des contenus. Alors, pas à la place d'une agence en l'occurrence, mais le travail qu'ils faisaient eux, qu'ils avaient à faire. Et très souvent, un collaborateur se dit, si seulement j'avais plus de temps, je produirais tout ça. Bah, désormais, ils peuvent le faire. Et ça, essayer de donner cette vélocité à des grandes entreprises, c'est un défi qui est que moi j'ai essayé de relever avec Adaptive AI, mais qui est vraiment faisable. C'est-à-dire qu'il faut oublier les cycles habituels, il faut aller beaucoup plus vite parce que le rythme de l'univers concurrentiel d'AXA, aujourd'hui AXA est en tête en termes d'IA, d'implémentation de l'IA générative dans ces... Mais ça peut aller très vite, en effet. Donc il faut retrouver ce rythme. Et Adaptive AI fait partie des plateformes qui permettent d'aller vite. Et en combien de temps? Donc là, c'est un assistant qui va aller interroger, donc c'est le Future Risk Report, c'est bien ça? Et en combien de temps est-ce qu'on implémente cet outil et on le rend accessible aux équipes Ça a pris 15 jours. Voilà, en 15 jours, donc on peut amener un outil qui va avoir des gains, apporter des gains de productivité assez conséquents auprès de ses équipes. Et puis surtout faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que quand on a produit un Future Risk Report, qu'il arrive la veille qu'il arrive à un moment donné, on n'a pas forcément le temps de produire les posts et tout ça. Là, on est capable de le faire en fait. Donc c'est un game changer. Et est-ce que dans donc, ce Future Risk Report qui a vocation à lister un petit peu les grands enjeux, les grands risques, est-ce que l'IA fait partie d'ailleurs des risques observés? Absolument. C'est un des risques clés, un des risques majeurs, absolument, identifié dans le rapport, comme le changement climatique ou les cyber risques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement là-dessus en termes de risque? Parce que bon, on pourrait se poser, il nous reste 3 minutes, mais il y a plein de questions. On entend beaucoup, qui va prendre la domination de ce secteur? Donc, les Américains qui arrivent avec des investissements de parfois dizaines de milliards de dollars face nous Européens, où on reste sur les millions pour le coup. Comment est-ce qu'on arrive en tant qu'entreprise avec une importance mondiale à faire ses choix et à savoir comment se placer finalement sur cet échiquier? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question en 3 minutes, mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est déjà par rapport à l'utilisation de l'AI, c'est vraiment avoir une boussole forte en termes d'éthique et de ce qu'on accepte de faire et ce qu'on n'accepte pas de faire. Et c'est pour ça qu'on très rapidement, nous, on s'est doté d'un document qu'on appelle Guiding Principle, pour effectivement orienter les équipes vers ce qu'on attend d'eux dans l'utilisation de l'AI. L'AI, c'est comme n'importe quel outil, on peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal, et voilà, nous on veut l'utiliser pour le bien, mais il faut le définir un peu en fait avec les gens compétents sur le sujet. Et puis après, par rapport à ce que vous dites sur des Américains, des Européens, etc., on aimerait bien qu'il y ait des Européens. C'est vrai que Mistral, on les suit avec beaucoup d'attention, par exemple. Et c'est là où l'approche ouverte de Mathieu est intéressante. C'est-à-dire qu'elle ne nous enferme pas dans un modèle qui resterait ad vitam aeternam. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on entend. On nous dit il y a finalement 2 solutions. C'est soit on va se rapprocher de OpenAI et puis on va aller sur Azure, Cloud Azure pour sécuriser et héberger ces données en Europe, mais ça va nous permettre de s'adresser à ces acteurs-là, d'aller très vite. Ou alors l'autre alternative, c'est alors je ne sais pas, est-ce qu'on va sur Hugging Face par exemple, où du coup là l'idée c'est d'avoir une plateforme open source où on va avoir des modèles à disposition et pouvoir soi-même les entraîner pour répondre à ces problématiques spécifiques. On dit oui mais ça coûte cher, ça demande beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on arbitre? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui ont pour ambition d'entraîner leur propre modèle. Et clairement, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise ou grand groupe de communication, il faut en revanche avoir la surcouche
qui donne la maîtrise absolue sur le modèle qu'on a envie d'utiliser ou les modèles qu'on a envie d'utiliser. Donc ça, c'est déjà techniquement assez clair que c'est ce chemin-là qu'il faut avoir. Maintenant, sur quel modèle on s'appuie en dessous Hugging Face, c'est un trésor de modèles d'IA générative et il faut, en tant qu'entreprise, maîtriser tout le potentiel des modèles les plus populaires sur Hugging Face, qui ont tous des particularités parce qu'ils ont été entraînés pour des sujets particuliers. Et une entreprise qui réussit dans l'IA générative, c'est une entreprise qui aura un point de vue sur les bons modèles à utiliser pour chacun de ses départements, chacun de ses tâches. Tout à fait. Et je déjeunais avec quelqu'un dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait fait une maîtrise avec ses use cases, les modèles, en notant en fait quels étaient les modèles les plus adaptés à chaque use case, etc. Ça me paraît être une bonne approche. Peut-être un mot aussi sur, on sait que la réglementation évolue, on attend un acte AI à l'échelle européenne. Est-ce que vous suivez, j'imagine, de près ces évolutions, puisque ça pourrait vous pousser, vous, entreprise, à devoir lister toutes les utilisations d'IA que vous avez en interne et à évaluer le risque et ensuite à agir en conséquence, à se mettre en conformité. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à cette évolution réglementaire ? Moi, je pense que la réglementation est une bonne chose en ce qui concerne l'IA. J'espère qu'elle sera plus simple à gérer que GDPR, mais en tout cas, effectivement, on a besoin de réglementation pour l'IA parce que effectivement, le risque de dérive est important. Et quand on voit le procès aux États-Unis qu'Elon Musk essaye d'intenter à OpenAI, on voit bien qu'il y a quand même des enjeux qui sont importants derrière et qu'on ne peut pas laisser ce sujet totalement libre. Donc oui, c'est bien qu'il y ait de la réglementation. Et nous, en tant qu'acteurs responsables sur le marché, évidemment, on appliquera la réglementation, enfin toute réglementation qui s'appliquerait sur les territoires où on est présent. Après, Bruno Le Maire, que je ne cite pas toujours, mais là, je vais le citer, a dit un truc très intéressant à l'inauguration du hub IA de Google il y a 3 semaines. Il disait, en France, on a l'habitude de réglementer, et puis après, on voit sur cette base-là comment on peut innover. Et il a dit, dans l'IA, c'est terminé. On innove, on va à fond, et ensuite, on réglemente en fonction de ce qu'on a compris. Mais d'abord, on innove. Et je crois qu'il faut que les entreprises soient dans cet état d'esprit. C'est une vraie différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est très clair. Bon, après, quand une législation est là, évidemment, il faut l'appliquer. Merci beaucoup, messieurs, pour votre témoignage ce matin. Peut-être que je vais terminer avec une dernière question, parce que je ne vois pas Jessica qui est censée reprendre le relais. Donc peut-être pour lui laisser le temps d'arriver, on va occuper encore un peu plus la scène. Ah, elle est là, c'est bon. Peut-être juste simplement, donc ce que je disais sur la première table ronde, 2022, donc on a tous découvert l'évolution, les progrès de cette technologie. 2023 en test, selon vous, 2024, est-ce que ce sera l'année de l'accélération, comme on a pu l'entendre sur la première table ronde ? J'ai un peu l'impression que l'accélération n'arrête pas, en fait. Mais je pense qu'il va y avoir à un moment donné, effectivement, une phase de consolidation où... c'est normal de tester et d'apprendre. Voilà, c'est normal sur ce sujet-là, c'est un sujet neuf. Après, ces apprentissages vont conditionner ce qu'on va faire dans le futur. Et je pense que, en tout cas, en ce qui concerne mes équipes, en 2024, il va y avoir une phase de recul, je pense au milieu de l'année, pour dire effectivement, sur base de ce qu'on a appris depuis un an et demi, voilà la direction où on veut aller.